Après la fin des travaux de protection et de restauration de la berge de l'Isère en contrebas du quai Charpenay, place à ceux de la voirie et aux aménagements. Un peu plus haut, la route de Chartreuse a aussi été améliorée et sécurisée avec la création d'un trottoir. La marqueterie, vous connaissiez sur la commode de mamie, et ça se fait aussi sur les skis. Chez Amondava et Chirol, Damien Le Petit personnalise vos planches qui deviennent objets de glisse branchés et même objets de déco dans le salon. La soirée terminée. Et puis pour sa 12e édition qui débute le 4 février, Experimenta propose 2 parcours thématiques, état des eaux et empreinte vice-versa. On en parle à la fin de ce JT avec Jérôme Villeneuve, directeur de l'Hexagone et coordinateur de cette biennale. Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans ce JT du vendredi 31 janvier 2025. Du lundi au vendredi à partir de 18h, l'essentiel de l'actualité du Grand Grenoble. Big Brother can't watch you. Le tribunal administratif de Grenoble vient d'annuler la décision du maire de Moirans d'utiliser un logiciel d'analyse algorithmique d'images de télésurveillance amené à traiter des données à caractère personnel. Une mesure à effet immédiat. La justice avait été saisie par un habitant de la commune et la Quadrature du Net. Les magistrats ont estimé que le logiciel Briefcam était excessif, inadéquat et non pertinent pour venir en soutien à la police municipale. La maire actuelle avait maintenu le dispositif mis en place par son prédécesseur après les émeutes de 2015. Une décision qui pourrait faire jurisprudence dans d'autres communes, mais la ville de Moirans peut encore faire appel. L'une d'entre elles sera peut-être maire de Grenoble en 2026 pour tenter de succéder à Éric Piolle qui ne se représentera pas. Les militants écologistes ont pour l'instant désigné non pas un candidat mais plusieurs chefs de file, 2 adjointes, Margot Belair à l'urbanisme et Lucille Lheureux aux cultures. Et puis pour sa première expérience en politique, Laurence Ruffin, ancienne dirigeante de la SCOP Alma, un triumvirat qui va maintenant essayer de rassembler plus large auprès d'autres composantes du NFP pour créer un groupe qui choisira sa candidate. Lui ne s'est pas officiellement déclaré candidat, mais Alain Carignon pose déjà quelques jalons. Lundi, lors du prochain conseil municipal, l'ancien maire proposera au vote un vœu visant à demander à la métropole la suspension de l'interdiction des véhicules critère 3 dans la ZFE, entrée en fonction au 1er janvier. Et puis dernière info politique, c'est Michel Savin qui sera l'invité du QG politique ce soir. Avec le sénateur républicain de l'Isère, Thibault Leduc reviendra notamment sur le budget sport. Érosion, glissement de terrain, après des décennies de fragilisation, des travaux d'envergure étaient devenus indispensables sur le quai Eugène Charpenay. À la Tronche, la berge finalement protégée et restaurée, est venu le temps de l'aménagement et de la voirie pour la circulation prochaine des voitures, des vélos et des piétons. À la Tronche, le quai Charpenay, au bord de l'Isère, était victime d'affaissement de la berge, entraînant une déformation de la chaussée avec des fractures et parfois des marches d'une dizaine de centimètres sur la route. La métropole a donc été contrainte de réhabiliter la berge sur une centaine de mètres. Les travaux, aujourd'hui terminés, n'ont pas été de tout repos. Et on était censé travailler à une période d'eau basse. Or, on a connu presque 10 inondations du chantier, dont certaines très fortes, et qui ont stoppé le chantier, qui nous ont obligés à reprendre les terrassements, parce que il faut imaginer que quand les terres ne sont pas protégées par les rochers, une crue, ça fait vite beaucoup de trous, beaucoup de dégâts. Donc il y avait à la fois l'enjeu de conforter la digue qui bougeait pour les riverains, mais aussi pour l'ensemble des habitants du territoire, pour que nous ayons la continuité cyclable, piétonne et voiture. Et nous sommes aussi sur un axe d'accès au CHU, donc il nous a semblé que ces travaux étaient assez prioritaires à l'échelle de notre territoire. Un ouvrage qui représente plus de 10 000 tonnes d'enrochement qui vont jusqu'au milieu de l'Isère. Maintenant, la chaussée va être refaite, un chantier qui devrait durer 3 mois. Nous allons travailler le revêtement de surface, c'est-à-dire que là nous allons construire une piste cyclable, un cheminement piéton et puis remettre comme il faut la circulation véhicule. Des travaux faits avec l'objectif de préserver la biodiversité du site. Le chantier s'est terminé avec une couche végétale et quelques plantations. Des nichoirs sont aussi prévus pour que la nature puisse reprendre sa place. Et c'est cette particularité qui fait qu'on reste un peu dans ce côté naturel, qu'on revégétalise. Un quai va être beaucoup plus minéralisé. Coût total de l'opération, 1 million d'euros pour la réhabilitation et 300 000 euros pour la future chaussée. L'année 2024 a aussi été l'occasion pour la Tronche de refaire la route de Chartreuse.
surtout en profiter pour faire un trottoir. Il n'y avait pas de trottoir ici et notamment on avait beaucoup de nouveaux habitants qui disaient « l'école est tout près mais je ne peux pas laisser mes enfants aller à l'école tout seuls puisqu'il n'y a pas de trottoir ». Ça permet un usage partagé de la route, ce qui n'était pas forcément simple parce que c'est une route de grand passage pour aller en montagne en fait. Un aménagement pris en charge en grande partie par la métropole, mais aussi par la commune et le SMAG pour une enveloppe totale d'1 million d'euros. Et à noter aussi qu'à la fin du chantier de voirie quai Charpenay seront installés des refuges-abris pour la petite faune, construits avec une partie des bois abattus à proximité. Bonne nouvelle pour les skieurs, de nouvelles chutes de neige ont blanchi ces dernières heures les sommets isérois, comme ici en Oison aux Deux Alpes, où le haut comme le bas de la station ont été bien servis. De bon augure à une semaine du coup d'envoi des vacances d'hiver. C'est la zone B, celle de Marseille ou Strasbourg, qui sera la première à se lancer. Pour Grenoble, ce sera à partir de fin février, mais l'avantage, nous, c'est qu'on est déjà sur place et certains auront peut-être la chance de glisser sur des skis en bois made in Échirol. Gaëtan Loiseau. C'est dans son atelier à Échirol que Damien crée des skis en bois, avec une spécificité, la marqueterie, un procédé de personnalisation. C'est en fait des tranches de troncs de bois, enfin des tranches de troncs, et je vais les utiliser comme un puzzle pour faire une décoration. Ça se passe après le dessin des motifs qui se retrouveront sur la paire de skis. Entièrement personnalisables, les paires sont en plus de bonne facture, une qualité au niveau du haut de gamme industriel. Le fabricant revient sur les étapes de création. C'est une construction qu'on appelle sandwich, c'est-à-dire que c'est plusieurs couches les unes sur les autres, entre lesquelles on va mettre de la colle, et puis après on va venir tout presser dans la presse. Une semelle en polyéthylène, puis l'écart. Ensuite vient la fibre pour rigidifier le produit avant de coller le noyau qui est totalement en bois. Avec cette planche, je vais découper des plus petits tasseaux, ouais, que je vais recoller entre eux pour faire le noyau. Et ensuite le noyau, on va le mettre à épaisseur, on va le travailler pour qu'il ait la flexion qui va bien. Pour la pratique du ski. Skieur depuis tout jeune, Damien a commencé à s'intéresser à la fabrication des skis en école d'ingénieur. Il crée en 2014 une presse pour ski chez ses parents, mais c'est en 2022, lors d'une période de chômage, qu'il s'y met vraiment avec Romain, l'ancien gérant d'Amondava. Et c'est comme ça que j'ai rencontré Romain en fait. Je suis allé voir des fabricants de skis qui voulaient bien me donner des conseils. Lui, il m'a dit de passer et voilà, il m'a donné plein de conseils et puis il m'a confié qu'il commençait à penser peut-être à passer la main à vendre son entreprise. Du coup, moi j'étais au chômage, j'avais cherché un job, lui il me proposait ça. Si aujourd'hui il arrive à vendre ses skis, c'est surtout grâce à la personnalisation des produits. Une plus-value qui lui permet de créer un véritable lien avec ses clients. C'est d'ailleurs ce qu'est venu chercher Nicolas quand il a acheté ses skis il y a 2 ans, aujourd'hui venu les faire réviser. Les skis représentent un peu une période de ma vie, tout ce que j'ai pu faire auparavant. Donc c'était un peu, c'est un objet que j'ai un peu d'art, quand je skie, on est content de les voir. Quand on est à la maison, on les met dans sa chambre, ils sont là, ils intègrent le décor. C'est pas c'est quelque chose qu'on apprécie de voir tous les jours, quoi. Pour une paire de skis, comptez 1 400 € avec la personnalisation et 900 € pour des skis en bois sans motif. Damien Lepetit fabrique une 40aine de paires par an, mais travaille sur des procédés plus simples, plus précis et plus rapides pour atteindre la 50aine de paires. Ils ne seront pas recyclés en ski, mais en copeaux de bois pour le chauffage, par exemple. Attention, il ne vous reste que quelques heures pour aller déposer votre sapin de Noël dans les 59 points de collecte temporaires mis en place par la métropole et les communes partenaires. Seuls les arbres naturels, sans boule, ni guirlande, ni pot, sont acceptés. À partir de samedi, les sapins pourront toujours être collectés dans les bacs végétaux des déchetteries. Depuis plus d'une vingtaine d'années, Experimenta nous prouve que science et art font bon ménage. Cette année, la biennale se déroule du 4 février au 1er mars. On va en parler avec vous, Jérôme Villeneuve. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le directeur de l'Hexagone, une scène nationale implantée à Mélan, qui a en charge l'organisation de cet événement, qui se passe dans différents lieux, de la métropole, du Grésivaudan et du Voironnais. En quoi ces propositions sont différentes de ce que l'on peut habituellement voir dans d'autres salles, pas évidemment si on fréquente régulièrement la vôtre, mais peut-être dans d'autres salles du territoire?
Elles le sont parce que déjà, on va sur une variété de formes qui sort de nos métiers usuels. On est une scène nationale, donc on peut aller sur les arts visuels et des choses comme ça, mais c'est assez rare dans nos programmations de saison. Donc ça nous permet d'embrasser toutes les formes qui sont un peu hybrides, un peu à la marge, qui sont difficiles à programmer dans une saison et qui, malgré tout, par l'effet de masse, sont proposées en forme de festival comme un tout à traverser pour les publics. On a des formes qui par ailleurs nous rapprochent de nos partenaires parce qu'on programme quand même 17 spectacles avec la plupart des salles de spectacles vivants du territoire qui là conservent la forme du spectacle vivant mais dans des thématiques que nos collègues et nous ou par l'ampleur des projets aurions du mal à faire seuls, nous à Mélan ou d'autres sur le territoire. Donc c'est une manière de jouer du territoire avec le territoire pour accueillir des formes en effet de masse suffisant pour qu'on puisse vraiment montrer, illustrer la variété, la richesse de ces projets qui, sur la science, viennent s'inspirer, par la science viennent s'outiller et tout ça au bénéfice du plus grand nombre sur le territoire. Ce sont des artistes ou des scientifiques qui viennent? Ah, les deux, mon capitaine. Parfois le scientifique et l'artiste dans la même personne, parfois évidemment des collectifs qui sont construits de plusieurs artistes et ou plusieurs scientifiques associés. Et encore une fois, ça va dépendre des disciplines artistiques. Si c'est des arts visuels, ça peut être un artiste qui porte un projet. Dans le spectacle vivant, ça peut être un collectif d'artistes. Souvent, on est sur une relation qui touche plusieurs scientifiques, plusieurs corps de recherche ou de l'ingénierie aussi, pour amener jusqu'à une œuvre, encore une fois, auprès des publics. Est-ce que ce sont des œuvres qui nécessitent une explication? Il faut se laisser envahir? Alors, pour l'art, toujours, l'envahissement sensible, sensoriel, poétique, c'est par là que tout doit commencer. Après, on vit dans un monde de curieux et surtout les sujets qui motivent les artistes sont là aussi pour susciter le débat, le dissensus d'une certaine manière, mettre à réfléchir et à observer le monde à travers ce premier effet de sidération par l'art. Donc d'abord le sensible et évidemment, et on met ça en œuvre magnifiquement avec beaucoup de médiation autour de nos accueils, de comprendre les enjeux, de comprendre les manières de faire, de comprendre le pourquoi. On pourra toujours et on sera toujours intéressé à livrer ce type de clés-là, mais d'abord le sensible, oui. Les sciences et l'art, c'est deux caractéristiques du bassin grenoblois. Oui, c'est un héritage séculaire, on en reparlera dans les thématiques. On sait d'où on vient, je crois, quand on vient à Grenoble, on sait pourquoi on y vient aussi. Et cette biennale s'intéresse, certes, il y a art et sciences, mais focalisée sur précisément ce que sont nos singularités sur ce territoire-là. Et oui, clairement, pour quelques années, décennies, peut-être siècles encore à Grenoble, ces deux champs de la culture et de la recherche scientifique auront beaucoup à faire ensemble. Voilà, les sciences, il y a évidemment le CEA, des tas de laboratoires, et puis la première maison de la culture en France, c'était à Grenoble. Et alors, justement, la thématique cette année n'est pas étrangère à tout ça. État des eaux, qu'est-ce que ça veut dire? Alors, état des eaux, d'abord, il y a l'idée de raisonner avec le centenaire de l'exposition internationale de la Houle Blanche. Ce sera en 2025. Donc, c'est quelque chose qu'on a en tête depuis plusieurs années avec les partenaires publics et puis au niveau des artistes aussi qu'on accompagne. Et état des eaux, ça veut dire elles en sont où? Où est-ce que cet élément-là est en fragilité, est à observer, à mesurer pour savoir où est-ce qu'on va aller avec lui, notre intrication, ce bassin, la houle blanche, l'énergie, sa qualité, peut-être, je le sais en fait, en pur chauvinisme, la meilleure eau du territoire national. Tout ça, c'est des réalités, mais qui sont fragiles et sur lesquelles il faut être en vigilance. Et puis, le jeu de mots basique de la glace, de la vapeur et de l'état liquide de l'eau, parce que les œuvres qu'on va proposer iront justement magnifier, travailler ces différentes qualités esthétiques. Alors, parlez-nous aussi un peu de la deuxième thématique, empreinte, vice-versa. Et là, c'est quelque chose qui émerge. On a du côté du spectacle vivant beaucoup de formes qui sont sur les arts pariétaux, sur la paléontologie, des sciences qui nous ramènent à l'humain dans ses premières heures et le rapport de l'humain à l'environnement ou à l'art dans ses premières heures. Et par ailleurs, d'autres œuvres, plutôt des arts visuels, qui s'intéressent à l'empreinte de l'humain sur son environnement et d'autres artistes encore de l'environnement sur l'humain. Donc c'est ce mélange-là en fait qu'on met en tension, cette rétroaction systématique où si je suis dans un environnement, je peux agir sur lui, mais lui ne manquera pas d'agir sur moi. Ça peut être des choses sensibles, ça peut être des choses beaucoup plus matérielles. On voit bien à quel point les enjeux environnementaux aujourd'hui sont ce qu'ils sont, à savoir l'environnement se manifeste dans certaines réactions qu'on a pu voir venir ou qu'on essaie de voir venir au mieux. Donc voilà, l'empreinte veut dire tout ça. Et en particulier au musée dauphinois une œuvre sur la manière dont cette intrication entre je vis ici et je veux altérer ce contexte de vie pour un mieux vivre relève aussi des questions d'urbanisme et d'habiter qui sont prégnantes aujourd'hui. Et puis une création internationale au Grand Marché des Alpes, le Mine de Grenoble, les 8 et 9 février.
C'est ça, là encore une singularité toute d'ici. Ce lieu, j'ai une attache toute particulière à cet espace. C'est une architecture remarquable, c'est un lieu dans lequel les gens n'ont pas forcément l'occasion d'aller, mais qui a une impression qui... À 4 heures du matin, sinon oui, alors c'est vrai que ça commence là pour les courses ou à l'époque le café à boire au Café du Mine qui est malheureusement fermé en ce moment. Donc c'est l'amour de cet espace, c'est sa démesure. Et c'est l'occasion d'associer un artiste collectif Coin, c'est la compagnie, mais Maxime Houot qui dirige cette compagnie, pour lui proposer de jouer de cet espace délirant, immense. C'est 150 par 60 par 80 mètres, c'est un gros volume. Et donc là, c'est depuis un an un travail, et depuis un mois un travail de résidence dans ces murs pour faire œuvre. Et ce sera les 7, 8, 9, en tout cas les 8 et 9 pour le public, au marché d'intérêt national. Bon, tout ça a l'air passionnant, puis il ne faut pas avoir peur de venir. Curiosité, on est partout, pas d'excuses, on est proche de vous, mais et on a des endroits où les expositions sont toutes gratuites et accessibles, et les spectacles sont accessibles sur toutes les billetteries de tous nos partenaires. Voilà, et on retrouve tout le programme sur experimenta.fr. Il est important. Merci beaucoup, Jérôme Villeneuve. Merci à vous, belle soirée. Dans l'agenda également, les hommes n'ont pas le monopole de l'humour sur scène. Samedi, vous aurez le choix entre 3 humoristes. Christelle Chollet, membre du jury du dernier festival du cirque de Voiron, sera au Grand Angle de Voiron. Elle sait danser, chanter, faire rire, et elle vous le prouvera une nouvelle fois dans son nouveau show Reconditionné, le tout accompagné de ses musiciens. Seule en scène, Laura Calu sera elle au Prisme de Cessin pour présenter son spectacle intitulé 5. Avec sa tenue de gladiatrice, elle se jette dans l'arène avec pas mal d'autodérision, de la cagole de la Côte d'Azur à la mère hyper attentionnée. Tous les personnages qu'elle parodie sont aussi une partie d'elle-même. Dans le spectacle Inconstance, Constance revient sur sa bipolarité découverte après son burn-out, 4 tentatives de suicide et son internement en hôpital psychiatrique version descente aux enfers. Si, je vous assure, c'est très drôle, mais aussi bouleversant, un spectacle qui fait du bien à l'artiste et aux spectateurs. Et puis Lucille Dailly, du coup, ça fait 4 humoristes. Dans Si on parlait aujourd'hui, vous présentera Genesis, une start-up locale qui fait entrer les supporters dans une nouvelle dimension numérique, affective et ludique qui donne en échange un coup de pouce aux athlètes. Cliff Estatoff, producteur, réalisateur, se révèle auteur avec un conte gothique en 7 histoires qui explore l'univers étrange et sensible de la dark fantasy. Et puis dites-le avec des bagues ou des bijoux parce qu'un amour est unique, son symbole l'est aussi. Lucille Dumollard réalise le bijou sur mesure artisanal haut de gamme près de chez vous. Retour de l'actu dans 1 heure et en replay sur telegrenoble.net. À suivre la météo. Belle soirée et excellent week-end à tous.